Donc, la charge de travail, moi, ici, dans l'invitation, je l'ai associée à la performance au travail parce que c'est un des facteurs importants là, qui crée une charge de travail. C'est bien, plus on doit faire de quantité de travail parce qu'on est dans des situations de rush, d'urgence ou de croissance. Donc, ça va être un élément à faire attention. Comment on va gérer cette croissance-là, comment on va gérer cette performance-là, tout en faisant attention aux facteurs de charge de travail. Donc, on va voir que la charge de travail, là, c'est écrit petit, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir l'avoir dans la fiche complète. Ce qu'on dit, c'est que c'est un élément qui est complexe au niveau de l'identification et du calcul de c'est quoi une charge de travail trop lourde. Ça implique la quantité, la qualité de travail, ça implique aussi les exigences qui viennent avec et nécessairement les délais. Donc, on va voir des calculs là, qui vont être importants à prévoir. Lorsqu'on donne ou qu'on va faire l'évaluation du rendement de nos employés, puis qu'on va mettre justement la performance au cœur d'une semaine de travail ou d'une journée de travail, bien, comment on va pouvoir mettre certains paramètres là, en place pour faire attention à ne pas épuiser nos gens. L'épuisement étant un des facteurs à faire attention, mais l'anxiété en est aussi. Le stress, la fatigue vont en être des étapes préliminaires. Là. Donc, il y avait des gens tantôt qui nous demandaient est-ce qu'il y a des progressions. Oui, il y a des progressions avant d'arriver à une surcharge de travail qui va être épuisante et qui va mener à un arrêt de travail. Et ben là, on s'en va aussi dans les semaines, bientôt, la semaine de prévention du suicide. On vient de finir celle, la semaine ou la journée de prévention de la santé mentale. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut éviter, c'est que notre surcharge de travail mène les gens à ne plus se voir comme étant en possibilité de réussir et vivre un sentiment d'échec qui peut mener à des situations dramatiques. Là. Donc, on veut éviter ça. Ce qui arrive le plus souvent, c'est l'épuisement professionnel. Donc, on va faire attention à ces éléments précis et on va mettre un petit peu l'accent sur, oui, la charge physique, donc la capacité énergétique de faire notre travail, mais aussi à la charge émotionnelle là, qui vient avec. Donc, l'ensemble des informations qui est sur cette présentation-là va pouvoir vous être partagé dans la fiche là, qui vient avec la conférence. Donc, il y avait les facteurs psychosociaux là, qui vont être importants à considérer au travail. Donc, on parle aujourd'hui de la charge de travail. Sous cette charge de travail-là, on va intégrer des éléments spécifiques à analyser. Donc, l'insécurité d'emploi. Est-ce qu'on est dans des facteurs où les gens sont en possibilité d'imaginer que une contre-performance va les amener à une situation d'échec ou à un congédiement ou à une mise à pied personnelle ou massive. Là. Donc, c'est sûr que le sentiment de sécurité d'emploi va être un facteur qui va jouer pour beaucoup sur le sentiment de charge, surtout au niveau de la charge mentale de travail. Est-ce que la performance est associée avec de la reconnaissance? Donc, on va voir aussi l'importance de ce balancier effort, récompense ou reconnaissance. Est-ce que la charge de travail donne des possibilités d'autonomie? Est-ce que les gens peuvent choisir comment faire le travail? Est-ce qu'ils ont une marge de manœuvre face aux échéanciers? Donc, on va voir que le facteur principal dans la charge de travail, c'est contrainte de temps. Donc, et donc, possibilité d'agir sur cette contrainte de temps-là. Et est-ce qu'ils ont les outils? Donc, dans les outils, c'est tout ce qui touche le soutien offert pour bien faire le travail. Est-ce que les travailleurs, les gens dans l'équipe ont accès à la collaboration avec les collaborateurs, les gens de l'équipe et avec leur gestionnaire principal? Donc, ce qu'on veut essayer d'éviter avec la charge de travail, c'est que les gens subissent une quantité de travail, des exigences élevées par rapport à la qualité de travail et des délais trop courts dans lesquels ils sont positionnés avec un sentiment d'impuissance. Donc, c'est vraiment le facteur là, sur lequel
on doit faire attention. Et c'est cette partie-là qui est difficile à savoir parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas toujours les mêmes capacités ou les mêmes réflexes par rapport à se sentir puissant ou en capacité de faire le travail ou pas. Donc, on a ici une présentation là, du modèle du NIO-SH. Donc, ce qui nous concerne pour nous dans la présentation d'aujourd'hui, ce n'est pas le facteur individuel comme tel. Donc, cette partie-là, on va le laisser à des psychologues, des psychiatres ou des spécialistes de la santé à évaluer les capacités individuelles à faire une charge de travail. Nous, ce qu'on va regarder, c'est davantage la partie qui est dans le petit carré bleu, les situations de travail. Comment l'organisation, les individus et l'équipe peut travailler ensemble pour réduire le plus possible les facteurs qui peuvent communément générer du stress, de l'anxiété et au final de l'épuisement potentiel. Donc, on va garder en tête la partie qui est la définition un petit peu plus bas, qui est une définition reliée aussi au stress et à la capacité de la charge de travail. Donc, c'est une réaction physique et émotionnelle. Donc, c'est un petit peu la particularité là, que je veux amener aujourd'hui, c'est que la charge de travail n'est pas juste reliée à la quantité puis au volume du travail puis à l'effort à mettre, mais toute la préoccupation qui vient sur le plan mental et émotionnel. Donc, plus les gens vont se sentir capables de faire le travail, stimulés par faire le travail, même s'il y en a beaucoup, peut-être qu'on devrait être en mesure de réduire cette charge de travail-là sur le plan mental. Donc donner le sentiment qu'ils sont en capacité de réussir. Donc, les exigences vont être liées avec les capacités personnelles de faire le travail. Donc, on va beaucoup l'associer avec le talent, donc les compétences que les gens ont pour faire le travail, mais les ressources aussi qu'on leur met à disposition. Donc, dans les ressources, c'est toutes les ressources informationnelles, les outils de travail et aussi les ressources globales là, que l'organisation peut mettre en place. Donc, clarifier les priorités, changer les tâches et autres. Donc, et en dernier, c'est de voir est-ce que les besoins de l'individu sont reliés aux besoins de l'organisation. Donc, ça aussi, c'est un facteur qu'on va essayer d'avoir en tête là, dans la partie sur prévention de la charge de travail. Aligner les besoins individuels, organisationnels et d'équipe. Donc, c'est sûr que le sujet est complexe. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait nommer sur différents aspects de la charge de travail. On va se limiter à 5 astuces qu'on vous propose. On en a 2 pour les dimensions individuelles. Donc, qu'est-ce que les individus peuvent faire à leur niveau? 2 sur une panoplie. On va en avoir 2 pour les gestionnaires sur une panoplie, puis une sur le volet organisationnel là, que moi j'ai appliqué ici un petit peu plus à l'équipe de ressources humaines. Mais encore là, c'est 2 sur plusieurs aspects. Donc, sur la dimension personnelle, ce qu'on va prioriser, c'est une bonne gestion du temps, des priorités et des changements. Donc, ici, on a dans l'image de se donner du temps aussi personnel. Comme individu, on a une responsabilité à se donner des espaces de repos et des espaces de plaisir. Donc, qu'ils soient reliés au travail ou en dehors du travail, ça va être important de penser à investir du temps en ressourcement et donc se redonner de l'énergie pour aller faire le travail. La bonne gestion du travail aussi va être importante. Et dans cet élément-là, c'est le deuxième, nous, on propose de travailler avec la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient la matrice d'Eisenhower. C'est un outil qui est relativement simple. On peut le faire sur une feuille de papier. Il y a maintenant des logiciels qui font ça. Et l'idée, c'est de partir sa journée avec un classement de ce qu'on a à faire. Donc, qu'est-ce que je dois réaliser? Je suis la seule personne qui peut le réaliser. Qu'est-ce que je vais devoir déléguer? Qu'est-ce que je peux planifier? Puis, qu'est-ce que je dois éliminer? Donc, il y a un travail personnel dans cibler ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est un premier élément. Qu'est-ce que je peux éliminer? Ça va être un élément qui va être important à cibler parce que plus on va être dans un contexte de
performance, de croissance ou de surcharge, ça veut dire qu'il y a des choses nécessairement que je ne peux pas faire. Et ça, c'est le premier deuil à faire, si on veut, le premier choix à faire. Ensuite, par rapport à planifier puis déléguer, ce qu'on veut amener comme astuce ou en tout cas élément à penser, c'est que si je dois déléguer ou si je dois planifier du travail, ça veut dire que nécessairement, ça va impacter d'autres personnes. Et donc, c'est cette partie-là qui devient stressante puis qui peut créer de la surcharge dans une équipe de travail parce que si je peux être individuellement très structuré et bien organisé, mais surcharger d'autres. Donc, mes collaborateurs, c'est important d'aller travailler, nous, on l'a appelé la gestion agile du temps et des priorités. Dans la notion d'agilité, pour nous, on va considérer la fonction d'itération. Donc, ça veut dire qu'on va constamment modifier et améliorer notre gestion du temps. Et agile, on va le garder aussi avec la notion de collaboration. Donc, déjà de commencer à penser que ma gestion du temps, mes priorités sont aussi reliées aux autres. Les autres peuvent me surcharger comme je peux surcharger les autres. Et ça, c'est un facteur à considérer dans la dimension personnelle. Oui, je m'organise bien, je me donne du temps de repos, je me donne du temps de plaisir, mais dans notre période de travail, je ne peux pas juste planifier mon temps de façon individuelle. Donc, si on doit coordonner avec les autres, son temps, ses priorités, ses changements, on va regarder qui a les forces et les intérêts pour les éléments soit que j'ai à déléguer ou sur lesquels on doit planifier du travail collaboratif. Qui a la valeur ajoutée aussi pour livrer le travail, soit dans les niveaux de qualité, quantité, etc. Donc, ça va être des éléments qui vont être importants. L'autre élément, c'est du moment où on est dans le juste à temps, si on veut, la pression du temps sur la charge de travail. Est-ce que cette pression-là, elle est validée ou justifiée parce que le contexte est clair qu'on est en période de pointe ou tout semble dire qu'on ne serait pas obligé d'être en stress, mais on l'est. Donc, ça va être un facteur aussi important dans la gestion du temps, c'est quand est-ce que cette pression-là va terminer. Fait que si on sait que c'est circonstanciel parce qu'on est dans une période de pointe puis qu'on a un échéancier à ce stress-là, ça va être intéressant de rentrer dans l'action en étant stimulé pour mettre toute l'énergie possible. Mais si on a une surcharge qui n'est non justifiée, c'est là que la charge mentale vient embarquer sur la charge de travail, donc dans la qualité ou la quantité de travail à aborder. Donc ça, c'est les deux astuces qu'on propose parmi beaucoup d'autres qui vont être proposées dans la fiche qu'on va vous remettre à la fin. Mais selon nous, c'est quand même deux éléments essentiels qui sont dans la capacité d'être contrôlés par les individus et en ajoutant la notion de collaboration à cette planification-là. Donc, qui sont les autres personnes qui vont être impactées par rapport à mon travail? Sur le plan des astuces aux gestionnaires d'équipe, bien, on va garder en tête que les gens vont avoir une organisation, une responsabilité sur leur organisation du temps et on va aller déployer d'autres éléments là, comme préparation ou planification de la distribution des tâches. Donc, ici, ce qu'on vous amène comme piste d'astuce, c'est gérer le rendement en considérant les facteurs scientifiques là, de la charge de travail et les facteurs de la contrainte effort-reconnaissance. Donc, sur le modèle, planifier le travail en considérant l'équation, le modèle de Karasek qui est ici, l'idée, c'est que plus la demande est exigeante, moins les gens ont de contrôle sur leur travail et moins ils ont de soutien, plus on est dans des situations à risque là, d'avoir un épuisement professionnel dû à la charge de travail. Donc, ce qu'on va essayer de faire quand on est gestionnaire d'une équipe, puis on va
distribuer le travail, on va répartir les tâches de travail dans l'équipe, ben, c'est de s'assurer que l'intensité du travail et du temps du travail soit clarifié avec les équipes. Donc, combien de temps on doit mettre des efforts, comment on va séquencer le travail pour qu'il soit vu comme étant une progression de travail, non pas juste une accumulation de travail. Ça, c'est souvent le passage d'une gestion du temps et du travail traditionnel vers une gestion plus agile où on va avoir une vision globale du travail à faire, mais on va décortiquer par étape ou par phase la progression de travail, ce qui va faire en sorte que l'individu ou l'équipe n'a pas constamment l'impression d'avoir un trop gros volume de travail, mais quelque chose qui est extrêmement gérable. Donc, on va s'assurer que les gens vont être dans une zone de contrôle de leur travail, donc contrôle du temps, contrôle du travail en soi par les moyens utilisés parce qu'on sait qu'ils ont les compétences, mais aussi on va avoir la notion d'exigence émotionnelle. Donc, est-ce que les gens doivent contrôler beaucoup leurs émotions par rapport au travail à faire ou ils ont des espaces de ventilation? Donc, qu'on soit dans, ici, là, je sais qu'on a des gens qui travaillent dans le communautaire, qui sont dans le soutien avec des gens en situation de difficulté ou autre. On doit gérer pendant 4-5 heures des situations émotionnellement lourdes, mais on doit garder une disposition émotionnelle neutre ou ne pas se laisser impacter par les difficultés des autres. Ben, à un moment donné, on va avoir besoin d'évacuer ça quelque part. Hein? Donc, est-ce qu'on a des sessions de debriefing ou autre? C'est la même chose du côté d'une performance de travail. On voit beaucoup les gens finir des journées avec le sentiment qu'ils n'ont pas avancé dans leur travail. Donc, ça crée une surcharge, ça crée de la frustration, mais il n'y a aucun espace pour exprimer cette frustration-là au travail. Donc, comment on donne un espace de ventilation, de debriefing pour justement décompresser émotionnellement, surtout quand on est dans des zones de performance aiguë. Ça va être un facteur important. Et dans le fond, on va parler d'autonomie personnelle ici, dans cette zone de contrôle-là. Et enfin, le dernier, c'est le soutien. Donc, le soutien, on va l'aborder dans un autre webinaire là, sur justement le soutien par le soutien social, donc le rôle de l'équipe dans la charge émotionnelle, donc dans la possibilité de ventiler. On pourrait dire de chialer, mais ça a une fonction saine aussi pour l'esprit mental, peut-être un peu moins pour les gestionnaires d'entendre les gens chialer, mais ça a une fonction d'évacuation pour les employés. Et aussi, on va en parler pour tout le besoin des gestionnaires maintenant de jouer un rôle sur la dimension émotionnelle, le soutien émotionnel des travailleurs. Donc, comment on va se mettre en soutien, puis il y en a beaucoup, là, vous me l'avez nommé aujourd'hui, c'est comment je peux devenir en soutien à mon équipe. Donc, on sent que vous voulez les aider. Donc, aujourd'hui, on voit comment on peut les aider sur le plan purement structurel. Donc, comment je vais répartir ma charge de travail, comment je vais communiquer justement les échéanciers, comment je vais donner de l'autonomie à mon équipe et comment je vais offrir du soutien en leur donnant les bons outils, les bons moyens et les bons collaborateurs pour bien faire le travail. Et l'autre partie, c'est valoriser le travail selon les efforts et la reconnaissance. Donc, plus on est dans une période occupée en charge de travail, en quantité, qualité ou émotion, plus le gestionnaire va devoir donner de la valorisation. Dans le modèle ici qui est présenté, on va parler de la reconnaissance monétaire, mais ce n'est pas que la reconnaissance monétaire. Donc, surtout pour la majorité des gestionnaires, vous ne pouvez pas modifier la rémunération régulièrement. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est donner beaucoup de reconnaissance, des félicitations. Donc, de au moins reconnaître l'effort investi, même si les résultats ne sont pas toujours atteints. Donc, ça va être un facteur sur le plan humain sur lequel on peut redonner de l'espoir aux gens, en tout cas de l'énergie émotionnelle là, pour faire face à la charge de travail. Donc, ça, c'est un élément qui fait partie
des pistes de solutions là, qu'on propose là, pour les gestionnaires. Donc, planifier le travail en considérant les facteurs, donc que ma demande ne soit pas perçue comme une exigence dans laquelle la personne n'a pas de contrôle et qu'elle n'a pas de soutien. Donc, je dois vraiment demander aux gens, je leur donne une marge de manœuvre et je leur apporte mon soutien de façon claire dans la démarche. Et à différents moments dans ma journée ou dans ma période de production de pointe ou dans ce cas d'effort, je vais aller donner du soutien, de la reconnaissance aux gens, puis on va donner de la reconnaissance aussi sur l'effort qui était proposé ici. Donc, il faut vraiment que les gens sentent qu'il y a un retour sur leur effort qu'ils sont en train de donner. Si on ne leur donne pas, ils vont aller se mettre principalement sous le regard de la rémunération, puis ils vont vous demander plusieurs fois l'augmentation en présupposant que c'est la seule façon qu'ils peuvent reconnaître l'effort qu'ils mettent au travail. On va aller leur proposer d'autres formes de reconnaissance. Donc, ça, c'est les éléments qui sont plus propres à la dimension des gestionnaires. Effectivement, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Vers la fin, on va arriver avec quelque chose qui vient nous permettre de bâtir un design d'équipe à partir du design du travail individuel. Ça pourrait être un élément aussi à considérer pour les gestionnaires. Mais à cette étape-ci, je ne veux pas donner de la surcharge de travail non plus aux gestionnaires. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut se faire de façon systématique là, quand on rencontre nos équipes de travail puis on leur distribue la charge. On peut juste dire, OK, est-ce que c'est un réflexe à avoir? Donc, techniquement, j'ai cette préoccupation-là en tête de m'assurer que mon équipe va être moins préoccupée par rapport à la quantité de travail qui doit se faire. Donc, les astuces pour les ressources humaines. Donc, c'est sûr que l'astuce principale, ça va être de créer une expérience employée qui va être le plus simple possible. Mais dans l'élément d'aujourd'hui, ce qu'on veut aborder avec vous, c'est vraiment l'élément premier, c'est faire de la prévention primaire. Fait que là, nécessairement, je réponds un peu à la question de Claudia tantôt. Est-ce qu'on fait de l'intervention ou est-ce qu'on fait de la prévention? Bien, nous, on recommande de travailler sur la prévention pour deux raisons, parce que c'est quelque chose qui est nécessairement dans les obligations légales des organisations, c'est de faire de la prévention primaire. Donc, ça veut dire prévenir les enjeux à la source. Et du coup, plus je vais faire rapidement la prévention primaire, plus je vais réduire le sentiment de charge de travail puis les autres enjeux de santé psychologique au travail. Et ça oblige l'organisation à repenser son enjeu là, pour laquelle il y a une situation de charge de travail. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une croissance qui est trop rapide? Est-ce qu'on est dans un enjeu de management quelconque où notre style de leadership ou notre façon de s'organiser au travail n'est peut-être plus adapté aux nouvelles réalités, aux nouveaux contextes puis aux nouveaux employés? Donc, de travailler sur la prévention, ça oblige les organisations à repenser la façon dont ils s'organisent pour livrer le travail. On l'a vu pendant la pandémie, plusieurs entreprises ont décidé de réduire les délais, de réduire, pas d'accélérer les délais, mais de lâcher un peu la pression sur les délais, mais ils maintiennent la qualité de travail, vont maintenir d'autres choses. Puis, nous, on fait des formations sur le leadership, sa supervision, etc. Puis, on a un sondage sur quelle est votre priorité. Est-ce que c'est la gestion des délais, la qualité, la santé, sécurité ou la mobilisation des équipes? Et nécessairement, ce qui arrive toujours en dernier depuis la pandémie, c'est la gestion des délais. Alors qu'avant la pandémie, c'était une des priorités. Donc ça, c'est intéressant. Ça nous démontre comment l'organisation peut jouer rapidement sur les facteurs de charge de travail en réduisant certains facteurs liés à la performance. Donc,
donner plus de délai pour les gens à exécuter leur travail. On a vu certaines organisations refuser des clients ou des mandats aussi, etc., ou les choisir mieux. Hein? Donc, dans la performance ou la gestion du rendement, on va avoir toujours le souci économique en tête. Puis donc, pour continuer à avoir des sous, ben, on va faire plus de projets ou on va faire plus de clients sans nécessairement que ceux-là soient significatifs pour l'organisation. Donc, ça aussi, c'est un facteur sur lequel la prévention primaire va pouvoir venir jouer là, comme un facteur intéressant. Les deux autres niveaux de prévention, secondaire ou tertiaire, le tertiaire, c'est vraiment l'intervention un petit peu plus spécifique. Donc, les gens sont en surcharge. On va leur offrir un psychologue ou autre. Les approches secondaires, on va dire, ben, on va les former à la gestion du temps ou des priorités, ou en tout cas sur certains thèmes. Donc, c'est aussi sur notre urgence d'agir. Plus on va avoir des gens qui sont déjà en surcharge, mais oui, la prévention, c'est ce qu'il y a à faire, c'est ça l'obligation légale, mais peut-être qu'effectivement, il faut travailler sur l'intervention. C'est plus ça qu'il faut penser, mais jamais au détriment de la prévention au final. Donc, on doit toujours être quand même en train de penser à comment on peut revoir notre organisation du travail, puis comment on va mettre nos politiques, nos procédures, etc. en place pour pouvoir encadrer et dicter comment on va justement gérer la performance à partir de maintenant. Donc, c'est à faire en simultané. Ici, on vous présente un outil de prévention là, qui a l'air très simple. C'est, dans le fond, c'est de commencer à faire le design de poste individuel pour être capable de dire on va gérer la charge de travail à la source par la clarification du rôle et des responsabilités de cette personne-là dans son travail. Donc, c'est une description de poste, mais un petit peu plus spécifique dans laquelle on va clarifier là, la zone du milieu là, qui s'appelle valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée de ce poste-là par rapport au travail à faire? Et c'est quoi la valeur ajoutée de la personne qu'on met dans ce poste-là? Trop souvent, là, au niveau des ressources humaines, on remplit une description de poste, puis on la saisit pas assez par rapport à la charge de travail et à la contribution que ce poste-là peut avoir dans l'organisation. Puis une fois qu'on a comblé avec un candidat ou une candidate, ben maintenant, c'est quoi l'équation de cette personne-là par rapport au poste, par rapport à son implication dans l'équipe? Donc, étant donné qu'on a des facteurs personnels qui vont venir jouer sur notre capacité, c'est pas tout le monde qui a la même capacité à gérer le stress, la charge de travail, l'ambiguïté, etc. On va personnaliser le descriptif de poste avec des éléments essentiels par rapport avec son équipe, par rapport à ses communications avec son gestionnaire principal. C'est quoi les outils de communication justement pour dire ben, comment on l'adresse quand on est en surcharge? Parce que là, le mécanisme naturel des gens, c'est chialer. On le sait, dans les organisations, on n'aime pas ça quand les gens chialent, mais qu'est-ce qu'on leur offre comme possibilité de ventiler? Fait offrir un descriptif de poste à partir d'un design, ça ici, c'est tiré du Business Model Canva. Donc, comment on construit un poste par rapport à l'équipe? Fait qu'on va clarifier ses collaborateurs, ses principales tâches, les outils de compétences, l'essentiel sur lequel on va évaluer la performance de la personne va être clarifié ici. Comment on veut que cette personne-là communique avec son supérieur? C'est quoi les moyens de communication, etc. Puis, on n'oublie pas de travailler sur le sens. Donc, pour qui cette personne-là doit faire des efforts? C'est qui son client? Son client interne ou externe? Et donc, ça aussi, c'est un élément important de se rappeler parce qu'au-delà de la charge de travail, si notre effort fait du sens parce qu'on sait qu'on contribue pour le bien de quelqu'un, que ce soit dans mon équipe ou externe, bien, peut-être que ça va me donner de l'énergie plutôt que m'en enlever. Et donc, ça, c'est un des outils là, qu'on vous propose là, de commencer de base à mieux clarifier
les rôles, les responsabilités, les efforts, puis comment sur quoi on va évaluer la performance de la personne. On dit souvent que on embauche pour des compétences, puis on congédie pour le savoir-être. Mais c'est un petit peu ça. Ici, tantôt, quand je disais on commence d'entrée de jeu avec la charge de travail, c'est est-ce que je suis à risque de perdre mon emploi? C'est un des premiers facteurs de charge de travail, charge mentale. Ben, dans la position qui est en couleur là, dans le modèle qu'on vous présente ici, c'est la dimension culturelle du travail. C'est le savoir-être du travail. Et donc, clarifions-le le plus possible. Comme ça, on va sécuriser aussi la personne parce que techniquement, on l'a embauché avec des capacités de faire ses tâches, de travailler avec les outils nécessaires. Et on va travailler pour s'assurer rapidement qu'il va évoluer sainement dans la dimension culturelle du travail à faire. Et ça va être un élément important. Fait que ça, ici, c'est un exemple de la fiche qu'on va vous remettre après la rencontre. Donc, il y a les trois piliers, là, si on veut, les trois éléments qu'on a présentés aujourd'hui. La gestion du rendement sur l'axe de l'individu, la gestion du temps et des priorités individuelles, la gestion du rendement par le gestionnaire et les outils à faire, en tout cas les pistes de solutions à faire pour les ressources humaines. Donc, on a ici là, les 15 pistes de solutions qu'on vous propose avec ces trois éléments-là. C'est sûr qu'on ne pourra pas, en conclusion, là, ce que je veux vous amener à réfléchir, c'est qu'on ne pourra pas régler la charge de travail, la dimension mentale qui vient avec la charge de travail de façon isolée. Donc, l'individu à lui seul ne peut pas porter la pleine responsabilité de sa charge mentale et de sa capacité de livrer le travail. Le gestionnaire doit travailler aussi à cette partie-là, d'être plus sensible aux capacités individuelles et aux capacités collectives. Donc, comment on peut répartir la charge globale du travail sur l'ensemble des gens que j'ai dans mon équipe. Et le gestionnaire ne peut pas bien faire ce travail-là sans le soutien des ressources humaines. Donc, les ressources humaines, là, je vous ai présenté un outil qui aide à clarifier le rôle et les responsabilités dans son design d'équipe, si on veut. Mais il y a aussi l'implantation des politiques et tous les autres niveaux de programmes de prévention et tout le soutien que les ressources humaines peuvent offrir là, aux gestionnaires. Voilà, il nous reste à peu près 10 minutes là, de questions, commentaires. Là, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, puis est-ce qu'on peut rester un petit peu plus collé sur la présentation, mais on peut sortir aussi de ce que j'ai présenté pour peut-être compléter les besoins que vous aviez par rapport à la charge de travail. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient réagir, poser des questions? Dominique? Oui, bonjour. Merci pour la présentation, Patrick. C'est toujours intéressant d'avoir des updates de cette nature-là. Puis je trouve ça intéressant que vous basez sur l'INSPQ également. Le questionnement que j'aurais peut-être pour vous, c'est comment bien évaluer cette charge-là? Parce que je comprends les effets, la prévention qui est nécessaire, mais quand vient le temps de déterminer la bonne charge, j'ai de la difficulté, je vous dirais, à prendre conscience que, oups, là, j'en demande trop ou j'en demande pas assez. Peut-être que d'autres collègues gestionnaires qui vivent également cette situation-là. Je pense que, pas je pense, mais je me doute qu'il n'y a pas de science exacte. Mais quelle façon est-ce que vous pourriez nous pister à mieux évaluer finalement la charge là, de nos collaborateurs, si je peux m'exprimer ainsi? Bien, j'ai plusieurs éléments de réponse. La première, c'est si jamais vous avez fait l'analyse des postes là, pour l'équité salariale. Donc, avec l'outil de la CNSST, il y a un outil pour évaluer la charge de travail. Donc, la complexité, est-ce que ça demande de la force physique, etc. Donc, on a une façon d'objectiver un petit peu plus ces critères-là. Et on va aller mesurer avec quelques personnes qui occupent ces fonctions-là pour voir c'est quoi à peu près la capacité du travail. L'autre partie,
c'est vraiment avec la deuxième obligation là, qui vient avec la modernisation, là, c'est tout ce qui va toucher les mécanismes de participation. Donc, moi, je valorise beaucoup de consulter l'équipe. L'équipe va nous aider à identifier ce sur quoi ils ont de la difficulté, qu'est-ce qui crée de la charge, est-ce que c'en est trop, ça n'en est pas assez. Là, on va voir, est-ce que ce sont des facteurs factuels ou ce sont des facteurs interprétatifs, donc qui jouent justement sur le volet mental et émotionnel. Et si c'est ça, là, ça veut dire qu'on va avoir peut-être un travail au niveau de la communication à faire. Donc, est-ce que les gens conçoivent bien cette charge de travail-là? Est-ce qu'ils comprennent bien pourquoi c'est ça l'obligation, etc.? Fait que la partie qui va être plus interprétative, faut qu'on l'entende de toute façon. Parce que ça va évoluer périodiquement, ça va évoluer de qui est dans l'équipe. Ça vient avec la possibilité de l'équipe, du gestionnaire et de l'organisation à envoyer le message aux gens que cette durée-là va être déterminée et qu'ils ont la capacité de pouvoir mettre l'effort pendant la durée voulue. Mais comment on va évaluer si c'est trop de quantité? Est-ce que c'est trop émotionnel? Ça, moi, le premier réflexe que je donne, c'est aller revoir l'outil d'évaluation des postes que vous avez utilisé pour faire l'équité salariale. Ça va nous donner un bon indice. Après, c'est avoir une bonne lecture des contextes aussi. Donc, on vient de le passer, un contexte de pandémie. Les gens étaient dans l'isolement. On avait beaucoup de facteurs de changement, beaucoup. C'est pour ça que dans la gestion du temps et des priorités, tantôt, on a rajouté la gestion des changements. Plus les gens vont vivre beaucoup de changements, plus on va devoir considérer qu'ils ont une mesure d'adaptation. C'est sûr que chaque petit changement supplémentaire va avoir l'air beaucoup plus important. D'où l'importance de la communication. Puis on va avoir tout un autre webinaire là-dessus sur l'ajustement passer d'une communication informative à une communication interactive où on va chercher la rétroaction des gens pour ajuster les besoins et les capacités. Parce que là, on est dans un défi actuellement parce que je connais quand même au moins la moitié des gens ici. On est dans des contextes de croissance ou de survie organisationnelle, ce qui fait qu'il faut qu'on travaille fort. Fait que, tu sais, je prends soin de mon organisation ou je prends soin de mes individus? L'idée, c'est de trouver cet équilibre-là entre les deux. Ça va vraiment être ça. Ça répond un peu, Dominique? Parfait. D'autres questions, d'autres commentaires? C'est bon pour Monique, c'est bon. Fait que je pense que c'est vraiment vous allez voir là, dans la fiche que vous allez recevoir, on a vraiment différentes options là, qui partent de travailler sur des politiques, on part sur des choses qui sont davantage dans un pouvoir d'agir individuel, organisationnel, collaboratif entre 2-3 personnes. Vous avez plein de pistes là, qui peuvent nous aider à structurer cette gestion de la charge de travail, autant en termes de quantité que de qualité puis de charge émotionnelle. Moi, je pense que à cette étape-ci, l'élément que j'aimerais qu'on garde en tête, c'est quelle est la part d'émotion que les gens vivent par rapport au travail et comment on peut la faire diminuer. Donc, s'ils ont l'impression qu'ils ont la capacité d'agir sur le travail, ça va. L'autre partie, c'est quel espace qu'on va donner à la ventilation. Comment ils vont pouvoir décharger la charge émotionnelle qui vient avec ce travail-là. Donc, il y a des espaces possibles qui vont être de permettre des moments de chialage, mettons 2 fois par semaine, à 4 heures ou autre. Ça peut être aussi de rajouter des espaces de 5 à 7 où on va se
se faire du plaisir collectivement, puis on va pouvoir décharger dans l'informel. Il y a plein de possibilités qui sont là. Donc, je vous laisse une dernière opportunité de poser des questions. Il nous reste encore peut-être 3 minutes. Oui. Je vais mettre l'adresse courriel qui aide pour les personnes qui n'étaient pas inscrites officiellement au webinaire, qui veulent avoir ce que tu as annoncé, la fiche et la présentation. C'est bon? OK. Donc, pas d'autres questions? Ben, je vous remercie pour votre attention. Puis, dans quelques semaines, c'est Annie qui va faire un webinaire gratuit comme ça pour parler de la gestion des conflits et des violences organisationnelles. Donc, qui font partie des risques psychosociaux qui sont assez importants et qui viennent ajouter à la charge mentale. Parce que si j'ai beaucoup de travail à faire puis il y a des conflits qui viennent avec ça, bien, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, on va aborder cette partie-là avec c'est Annie surtout qui va l'aborder à la fin du mois. Quelle date, Annie, déjà? On est à la mi-février. Ça va être la mi-février officiellement, le 23 février. Le 23. Ben, merci pour votre attention, votre participation. Ben, je vous souhaite une bonne fin de dîner. Allez prendre 5 minutes de respiration, récupération avant d'aller travailler. C'est bon, merci. Bye bye. Bye. Bonne journée.